Au début de l'histoire, on découvre un homme nommé Charles Bronson, considéré comme le prisonnier le plus dangereux de l'histoire. Il était si redouté qu'il a été transféré dans plus de 120 prisons différentes. Ce n'était pas un détenu ordinaire, c'était une tempête à lui seul. Chaque prison où il passait finissait par regretter de l'avoir accueilli. Aujourd'hui, Bronson se tient sur scène pour raconter lui-même son histoire, expliquant le but de sa vie, son enfance, sa jeunesse, et tout ce qu'il avait. Son objectif a toujours été clair, devenir célèbre. Il le dit sans honte, sans détour. Peu importe que cette célébrité vienne de la violence, du chaos ou de la peur. Il voulait que le monde connaisse son nom. On le voit ensuite dans une cage, nu, couvert de blessures, mais refusant de se soumettre. Son corps est un champ de bataille, mais son esprit, lui, reste debout. Il battait violemment tous les gardiens qui entraient dans sa cellule, sans jamais reculer. 4 gardiens finissent par le maîtriser et le battent à leur tour, mais il ne s'arrête pas, il les attaque à nouveau. Un cycle sans fin de violence et de défis. Sur scène, Bronson rit en racontant tout cela, comme un vrai psychopathe, pendant que le public reste choqué et silencieux. Pas humain, mais presque mécanique, détaché de toute émotion. À sa naissance, Charles Bronson était un enfant normal, élevé dans de bonnes conditions. Une famille modeste mais aimante, des parents présents, une maison calme. Mais en grandissant, ses habitudes changent, il commence à voler. Pas par nécessité, mais par envie, par défi. Quand les enfants de son école découvrent qu'il les vole, ils tentent de le confronter, mais il entre dans une rage incontrôlable et les frappe violemment. Ce n'était plus un jeu, c'était une guerre personnelle. Petit à petit, tout le monde commence à le craindre. Même les plus durs reculaient lorsqu'il levait la voix. Un jour, un professeur le réprimande, et Bronson le tabasse puis lui lance une table dessus. Tout le monde est choqué. Comment un simple enfant peut-il faire ça? Ce jour-là, l'école comprit qu'elle ne pourrait jamais le contrôler. Lorsque l'école envoie des représentants parler à ses parents, sa mère refuse de les écouter, claque la porte au nez des enseignants et dit à son fils de rester tel qu'il est. Elle voyait en lui un garçon fort, incompris, et refusait de croire qu'il était un danger. Bronson dit qu'aussi violent soit-il, il avait tout de même un principe. Ne jamais frapper les femmes, un principe qu'il n'a jamais enfreint. Une règle d'honneur dans un monde de rats. Il obtient plus tard un emploi dans un restaurant, où il se sentait bien au début. Il aimait l'ambiance, les odeurs, les clients. Il donnait l'illusion d'une vie normale. Mais il recommence à voler. Le démon en lui n'avait pas disparu, seulement dans une collègue tombe amoureuse de lui, et avec le temps, il commence à l'aimer aussi. Pour la première fois, quelqu'un voyait en lui autre chose qu'un monstre. Il lui donne même une partie de l'argent volé, comme un cadeau empoisonné, reflet de sa double vie. Mais il est vite arrêté et poursuivi pour vol. Quand la police vient l'arrêter, il est prêt. Il attaque les policiers, les frappe sauvagement, au point d'arracher l'oreille d'un agent avec ses dents. Il est envoyé en prison, mais relâché peu de temps après. Il épouse sa collègue, appelée Irene, avec qui il a un enfant. Une famille. Un avenir. Mais la naissance de son fils ne le change pas. Il reste le même, impulsif et violent. Sa violence est une drogue à laquelle il ne peut renoncer. Il possède une arme modifiée pour être dissimulé. Il se sentait traqué, incompris, prêt à tout pour ne pas se soumettre. Refusant de travailler pour quelqu'un d'autre, il décide de voler un bureau de poste. Il croyait que ce serait son grand coup. Il n'y trouve pas beaucoup d'argent, mais se fait à nouveau arrêter et cette fois, condamné à 7 ans de prison. Un tournant décisif, mais pas un frein. Sa mère lui promet de tout faire pour le libérer en 4 ans. Pour elle, Charles n'est pas un monstre, juste un fils égaré. Elle croit qu'avec un peu de soutien, il pourrait changer. En entrant en prison, il réalise qu'il a peut-être fait une erreur. Ce n'était pas un simple centre de détention, c'était un monde à part, froid, brutal, implacable. Mais au fil du temps, il commence à s'habituer à cette vie. Les barreaux, les cris, les horaires stricts, tout cela devient sa nouvelle normalité. Il décide même de faire carrière dans la délinquance, trouvant du plaisir dans la violence, comme si chaque coup de poing lui rappelait qu'il était vivant, qu'il existait. Un jour, pendant le travail en prison, il refuse de travailler. Il reste assis, les bras croisés, le regard fixe. Quand le responsable lui demande pourquoi, il l'insulte sans hésiter. Aucun respect pour l'autorité. Des gardiens sont appelés, mais Bronson les frappe tous. À main nue. Une explosion de violence incontrôlable. Il devient si dangereux que l'administration demande son transfert immédiat. Ce n'est plus un détenu, c'est une bombe à retardement. Chaque fois qu'il est transféré, les autres détenus l'acclament comme une star. Certains le surnomment déjà le roi des prisons. Et lui, il adore ça. Il sourit, il bombe le torse, il savoure cette gloire étrange, née du chaos. On le transfère de prison en prison, sans jamais trouver un endroit capable de le contenir longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, on lui demande de servir du thé aux autres détenus. Une tâche banale, presque humiliante pour quelqu'un comme lui. Là, un homme nommé Brian le complimente, ce qui surprend Bronson. Peu de gens lui disaient des choses gentilles. Pour la première fois depuis longtemps, il entend des mots humains. Cela le désarme. Ce simple compliment, pourtant anodin, réveille quelque chose en lui, un souvenir d'un monde où il n'avait pas besoin de se battre pour exister. À ce stade, il aime la prison, sauf le fait d'être constamment transféré. Il rêve d'un endroit où il pourrait enfin s'imposer, régner, se sentir chez lui. Finalement, il devient si incontrôlable qu'on l'envoie dans un hôpital psychiatrique. Une décision extrême. Là aussi, il frappe les gardiens. Même les médecins ne savent plus quoi faire de lui. Il doit être constamment surveillé par plusieurs personnes.
Une surveillance 24h/24, avec des caméras et des gardiens prêts à intervenir à la moindre alerte. Pour le calmer, on commence à lui administrer des drogues puissantes, qui affaiblissent son corps. Lentement, il perd ses forces, comme si son esprit était emprisonné dans un corps en train de s'éteindre. Il ne pouvait presque plus marcher. Bronson, la terreur des prisons, réduit à l'état d'ombre. Un jour, lors d'une fête dans l'hôpital, en voyant les autres danser, il essaie de se lever, mais un gardien l'en empêche. Bronson se met à pleurer, pas de rage cette fois, mais de tristesse. Il ne voulait pas être privé de sa capacité à agir, à ressentir, à vivre. Ce moment est une révélation pour lui. Il comprend que la violence l'a mené là où il est, enfermé, affaibli, drogué. Il décide alors de quitter l'hôpital, coûte que coûte. Pour cela, il tente de tuer un autre patient, uniquement pour se faire transférer en prison. Un geste extrême, dénué d'humanité, mais pour lui, c'était une stratégie. Il échoue, mais est tout de même renvoyé en prison pour tentative de meurtre. Cette fois, il est placé en isolement pendant 26 ans. 26 années, seul entre quatre murs, privé de contact, privé de lumière, privé de voix. Il déclare que c'est injuste, car il n'a tué personne. Et il le répète sans cesse. Pour lui, c'est une punition disproportionnée. Pourtant, dehors, il devient célèbre dans tout le pays, au point que des manifestations éclatent pour dénoncer sa condamnation. Des artistes, des militants prennent sa défense. Le gouvernement subit des pressions, et un juge finit par le déclarer mentalement instable. Un verdict qui divise l'opinion publique. Il est alors libéré. Mais la question demeure, un homme comme Bronson peut-il vraiment être libre? Ses affaires personnelles lui sont rendues, une montre, un portefeuille en cuir, et un peigne une moquerie, puisqu'il est chauve. Il jette un regard vide sur ces objets, comme s'ils appartenaient à une autre vie. Rien de tout cela n'a de valeur à ses yeux. Ce n'est pas la liberté qu'il retrouve, c'est l'inconnu. Ses parents viennent le chercher. Ils ont vieilli, eux aussi marqués par les années et les échecs. Ils vivent désormais dans une nouvelle ville, plus calme, plus éloignée du chaos qu'avait engendré leur fils. Mais pour Bronson, cet endroit est vide de sens. Il ne retrouve rien de son passé. Aucune rue ne lui est familière, aucun visage ne lui rappelle qui il était. Très vite, il décide de retourner dans sa ville natale. Là-bas, au moins, il sait où marcher, où dormir, où cogner. Il se réfugie chez son oncle Jacques, un homme rustre qui tient un bordel, un endroit sans loi. Toutes les prostituées du coin connaissent Bronson. Certaines l'ont vu grandir. D'autres ont entendu parler de ses exploits. Il y revoit Brian, son ancien compagnon de cellule. Brian lui propose un travail dans des combats clandestins. Une arène pour canaliser sa rage. Bronson accepte sans hésiter, mais il a une condition, il veut changer de nom. Il veut tourner la page sur Charles Peterson. Trop banal, trop humain. Brian lui suggère Bronson, en référence à l'acteur hollywoodien Charles Bronson, connu pour ses rôles de justicier violent. Il aime ce nom. Il le répète avec fierté, désormais, appelez-moi Bronson, sinon je vous réduis en miettes. Et personne n'ose le contredire. Il rencontre une fille nommée Allison. Contre toute attente, il tombe amoureux. Pour la première fois, il pense à construire quelque chose. Ils vivent ensemble un moment. Il gagne les combats facilement. Sa brutalité devient légendaire, mais les gains restent modestes. Pas assez pour satisfaire Allison, pas assez pour vivre la vie dont il rêve. Il demande à Brian d'organiser des combats plus dangereux. Il affronte 2 personnes à la fois. Puis, des chiens sauvages, affamés, dressés pour tuer. Chaque victoire est un cri, une preuve qu'il est invincible. Un jour, il offre une bague en diamant à Allison pour Noël. Il a économisé chaque billet, pris chaque coup pour pouvoir lui offrir ce billet. Mais Allison le rejette froidement. Elle lui avoue qu'elle aime son petit ami, un homme riche, généreux, qui lui offre une vie facile. Bronson est foudroyé, humilié, rejeté. Il comprend qu'il ne suffit pas d'être fort. Il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Alors il fait ce qu'il sait faire, il choisit la violence. Il braque une bijouterie, frappe les gardes sans retenue, vole une bague, la même que celle qu'il voulait offrir. Quand il revient vers Allison, espérant la reconquérir, elle prend la bague, mais rejette toujours Bronson. Cette fois, il ne dit rien. Il s'en va, brisé, silencieux, le cœur aussi meurtri que ses poings. Il est arrêté immédiatement après, pas même le temps de réfléchir. Il n'aura été libre que 69 jours. Une liberté éclair, aussi brève qu'illusoire. De retour en prison, il redevient l'homme qu'il a toujours été. Un démon dans une cage. Il reprend ses habitudes. Le chaos reprend ses droits. Un jour, il enferme un bibliothécaire avec lui dans une pièce. Il se déshabille entièrement, comme un rituel, et lui demande de lui huiler le corps. Il veut être glissant, insaisissable, comme une anguille de guerre. Le bibliothécaire refuse. Mais Bronson n'a que faire du refus. Il est dans son monde, son délit. Les gardes arrivent, en alerte. Mais trop tard. Bronson les frappe avec une sauvagerie inouïe. Il est une machine de destruction. Lorsqu'ils réussissent finalement à le maîtriser, ils l'attachent solidement, comme un animal dangereux. Ils lui mettent une muselière, comme à un chien enragé. C'est la seule façon de l'empêcher de mordre, de hurler, de mordre encore. Bronson, même muselé, continue de les fixer avec ce regard froid, presque amusé. Comme s'il attendait déjà le prochain rang. On tente alors de le distraire en l'orientant vers l'art. C'est un dernier espoir, une tentative désespérée. Un professeur de dessin, M. Daniel, remarque rapidement son talent. Il voit en Bronson un artiste brut, un génie sauvage. Ses traits sont violents, mais précis. Ses couleurs sont sombres, mais puissantes. M. Daniel l'encourage à continuer, à exposer ses œuvres, à libérer sa rage sur la toile plutôt que sur les hommes. Étonnamment, Bronson s'investit. Il peint jour et nuit,
avec la même intensité qu'il mettait autrefois dans ses combats. À travers ses tableaux, il commence à se voir autrement. Il s'améliore beaucoup, développe un style. Son nom commence à circuler dans le monde de l'art carcéral. Il reçoit même des compliments du gouverneur de la prison, qui voit en lui un possible chemin vers la réhabilitation. Pour la première fois depuis des décennies, Bronson commence à rêver. Il imagine une nouvelle vie, hors des barreaux. Une vie où ses mains serviraient à créer, non plus à frapper. Un rêve fragile, mais bien réel. Mais très vite, ses vieux démons ressurgissent. Il commence à soupçonner Daniel. Il pense que ce dernier tire profit de ses œuvres, qu'il les vend dans son dos, qu'il l'utilise. Un jour, il enferme Daniel dans la salle d'art. Il ne dit rien. Il agit comme un acteur qui entre en scène. Il se peint le corps entièrement en noir, comme un guerrier rituel. Il met de la musique classique à plein volume, une symphonie dramatique qui résonne dans les murs. Puis, lentement, il commence à peindre sur le corps de Daniel. Un mélange de rage, de trahison et de folie. Ensuite, comme toujours, la violence explose. Il attaque à nouveau les gardes, avec la même fureur, la même brutalité. Rien n'a changé. L'art n'a été qu'une parenthèse. Bronson passe finalement 34 ans en prison, dont 30 en isolement total. 30 ans à parler à soi-même, à son ombre, à ses souvenirs. Aucun verdict final n'a encore été rendu pour lui. Il vit désormais dans une petite cage, si étroite qu'il ne peut ni s'allonger complètement, ni s'asseoir confortablement. Une boîte, un cercueil en acier. La porte extérieure a été scellée pour empêcher l'air frais d'entrer. Et pourtant, malgré tout cela, il est toujours l'histoire de Charles Bronson, né sous le nom de Michael Peterson, est bien réelle. Une histoire qui dépasse la fiction. Une vie faite de violence, de solitude, de folie et d'une étrange forme de gloire. C'est une histoire vraie, celle d'un homme devenu une légende de l'ombre, connu dans le monde entier sous le nom de Charles Bronson.